C'est l'heure de passer au Focus Pulps de la rentrée 2025. Le Focus Pulps, qu'est-ce que c'est? Vous le savez si vous nous écoutez depuis longtemps, c'est simplement notre petite chronique faite en partenariat avec l'enseigne Pulps Comics et leur site internet pour vous proposer des comics VO à prix de lancement, parce que lire de la VO c'est bien, mais lire de la VO c'est assez cher mine de rien, vu qu'on paye à chaque fois au numéro. Et comme parfois on n'est pas certain qu'un titre va nous plaire ou que justement ça a l'air intéressant, mais on a un petit peu peur de se lancer avec la barrière du prix, et ben nous on vous propose de franchir cette barrière comme ça en bondissant joyeusement avec un prix de lancement. Donc pour vous inciter à lire des titres, alors il y a un peu de tout, il y a un peu de Marvel, un peu de DC et de l'indé dans ce Focus Pulps de septembre 2025, qui concerne donc des titres qui arriveront au mois de novembre, puisque c'est de la précommande VO. Alors Corentin, on va commencer par de l'indé avec un titre qui s'appelle Crownsville, qui est donc écrit par Rodney Barnes. Par Rodney Barnes, effectivement, le créateur de la série Philadelphia. Entre autres choses, il a aussi fait les romans graphiques Blackula, que j'ai pas encore eu le temps de lire d'ailleurs, qui est un auteur qui est spécialiste du genre, on va dire, même multicasquette, puisqu'il écrit pas que pour les comics. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est l'horreur traitée sous l'angle de la question ethnique, dans le sens où, en fait, Rodney Barnes est un homme noir, et ce sujet, un petit peu comme on avait vu beaucoup de films et de productions, même en comics aussi d'ailleurs, développé dans la foulée du Get Out de Jordan Peele, en fait voilà, traite le sujet des conflits ethniques sous l'angle précis de l'épouvante. Et donc en l'occurrence avec Philadelphia, c'était des vampires. Là, on parle plutôt d'une horreur psychiatrique. C'est un genre aussi de fiction, hein, l'horreur qui évolue dans un asile, où on se questionne sur ce qu'est la réalité, quels sont les actes atroces qu'on peut effectuer sur les personnes atteintes de maladies mentales dans des périodes plus reculées où le sujet en fait de la santé mentale n'était pas forcément aussi bien compris qu'aujourd'hui. Et pour le coup, l'histoire en question revient sur un véritable épisode historique des États-Unis à l'époque des lois de Jim Crow, donc c'était une pochette, on va dire, de lois racistes qui a été appliquée dans le sud des États-Unis pour promulguer, mettre en place et faire régner la ségrégation entre les blancs et les noirs, notamment dans l'accès aux services publics, dont l'éducation, les transports et bien sûr la santé, puisque évidemment hors de question, si tu es un bon blanc bien raciste comme on les aime, d'aller te faire soigner dans la même chambre qu'un noir, tu te rends compte, mon Dieu, non. ça va pas la tête. Ouais, attends. Donc du coup on construisait des hôpitaux précisément pour traiter les noirs, ce qui est déjà sympathique, hein, tu aurais pu les laisser crever. Et c'était pareil pour les hôpitaux psychiatriques, donc en l'occurrence dans la ville de Crownsville. La ville de Crownsville, tiens, c'est amusant. Dans la ville de Crownsville, dans le Maryland, avait été créé ce qui est resté comme l'un des plus grands ou des plus parfaits exemples de cette ségrégation, un hôpital psychiatrique pour traiter justement les gens, les personnes noires atteintes de maladies mentales. Et cet hôpital-là, il est tristement célèbre parce que il a été administré majoritairement par des blancs pendant l'essentiel de son existence, jusqu'à ce que ce soit repris en main ensuite. Des blancs qui donc avaient des biais racistes dans la façon dont ils prodiguaient les soins aux malades, qui étaient systématiquement en surcapacité, parce que de fait, la pauvreté appelle l'alcoolisme, appelle la solitude, appelle la maladie mentale, donc mécaniquement, et dans un pays qui est ouvertement raciste, il y avait probablement plus de chances que les personnes noires en question tombent dans la misère, et donc dans la souffrance, et donc dans la maladie mentale. Il y avait plus de fous du bus noirs. Enfin, mécaniquement, il y a toujours plus de fous du bus de la communauté qui est ostracisée, victime de racisme. Et donc, ça a fait des problèmes de surpopulation, des problèmes de mauvais traitement, des problèmes de mort, simplement, à Crownsville. Et ça a mérité, entre guillemets, une réputation un peu sulfureuse au niveau historique, qui intéresse justement Rodney Barnes, qui va aller chercher les fantômes de Crownsville en revenant sur l'hôpital psychiatrique lui-même, pour romancer un peu quand même en rajoutant une donnée surnaturelle dans cette équation. L'artiste en question étant Arnaud Elia Bonetti, voilà, effectivement. Très Martin Simmons, un peu. Très Martin Simmons, très expressionniste, beaucoup de travail sur les éclairages et les ombrages. Un peu Ben Temple Smith aussi. Un peu Ben Temple Smith aussi, pourquoi pas, effectivement. Donc voilà, Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air bien? Ça a l'air super bien. C'est pour ça que j'ai voulu le placer dans le Focus Pulps, parce que si vous nous écoutez, que vous commencez un petit peu à connaître nos goûts, vous ne serez pas surpris de voir ce titre là-dedans, puisque ça c'est de l'horreur. Vous savez que j'adore l'horreur.
c'est social. Vous savez qu'on est des énormes wokistes, hein, très clairement. Je préférais SJW, si on peut choisir notre propre qualificatif dérogatoire. Ouais. J'aimais bien SJW, il y avait un côté un peu, c'est un anagramme, c'est un peu comme la CIA et tout, tu vois. Ok, très bien. SJW, voilà, on est des SJW. Et dans l'esprit graphique aussi, avec des pattes à la Martin Simmons qu'on adore, tout ce qui est expressionniste en général, on est plutôt client. Donc voilà, ça fait 3 arguments qui expliquent aisément pourquoi on pense que ça peut être cool. Et Rodney Barnes, qui est déjà bon en fait sur Philadelphia, tout à fait, bien sûr. Mais surtout, ce n'est qu'une mini-série, c'est pas très engageant au niveau monétaire. Oui. Et il y a peu de chances que ce soit publié en France, puisque les seuls qui ont édité du Rodney Barnes en France, c'est évidemment Egin et Menin, et que ça n'ira pas plus loin que 2 tomes, je crois, pour Philadelphia. 3. Sachant que le premier peut se lire comme un truc autocontenu, donc vous n'avez pas besoin forcément de la suite, mais là, on peut se dire qu'il y a quand même une mince probabilité pour que ça arrive effectivement en VF. Donc, si vous voulez lire, il vaut peut-être mieux tenter la VO. C'est ça. C'est pas à chaque fois ce qui nous dicte, hein, mais c'est ça, on le prend aussi en compte en se disant, si on arrive à vous faire découvrir un truc dont on est à peu près persuadé qu'il a très peu de chances, tant que First Print Publishing n'existe pas en fait, d'arriver en VF. Donc dans moins d'un an, ce sera bon. Ah, peut-être, on sait pas. Non, voilà, mais tant que si on sait qu'a priori, connaissant le marché actuel, que ça a peu de chances d'arriver, on essaie aussi de le placer là pour essayer de le faire découvrir à plus de gens. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs avec les titres de super-héros qu'on vous propose, puisque forcément là c'est vachement plus facile. Encore que, alors du côté de Marvel, on a un titre à vous proposer, simplement parce que on aime beaucoup les 2 personnages et l'équipe créative, puisque c'est le Daredevil Punisher The Devil's Trigger. Alors celui-là, il y a de grandes chances effectivement que ça arrive d'ici l'année prochaine en VF chez Panini, mais pour les plus impatients, pour les plus curieux, pour ceux qui aiment aussi la lecture feuilletonnante en mensuel, on vous propose aussi de vous faire cette petite mini-série qui est donc dans le label Marvel Knights de Marvel, qui reprend le nouveau mais le vrai quoi. Enfin, c'est du vrai Marvel Knights quoi. C'est pas The World to Come, hein, c'est vraiment le Marvel Knights général, avec Jimmy Palmiotti à l'écriture, qui était le co-créateur de ce label il y a de cela des années, et Tommaso Bianchi au dessin. Bianchi d'ailleurs, plutôt, si je respecte mes racines italiennes. Et ça parle de quoi, Corentin ? Ça parle de quoi, Corentin ? Ça parle du Punisher, oui, et de Daredevil. Oui. Et ils vont se taper dessus un peu. Tout à fait. Voilà. Le Punisher qui reprend pour cible en fait la famille Gnucci, qui tente de refaire un comeback. Gnucci, peut-être plutôt. Gnucci. Remarque de ces... Ils ont GN, les Italiens. Ils font nieux avec le GN. Nous, on dit les gnocchi, je trouve c'est les gnocchi. C'est une très très bonne... T'as vu ? Bah oui, posons-nous la question. Prenons 5 minutes pour faire ce débat linguistique. C'est Pichelli, hein, c'est pas Pichelli. Avant, on disait Magnucci quand on parlait de... Bon, qui est un personnage donc créé par Garcenis. Je sais pas si elle a été créée par Garcenis, mais elle a été majoritairement exploitée par Garcenis, qui était une mafieuse italienne qui prenait en grippe Frank Castle, et ça a donné lieu à un arc assez célèbre et assez gras, on va dire, assez violent, assez con et tout. C'est vénère, ouais. Et qu'il a effectivement donc réintroduite dans cette nouvelle histoire, sachant que donc de nouveaux mafieux vont prendre le contrôle. C'est ça. En fait, ils tentent un comeback parce que depuis qu'ils ont été défaits, c'est d'autres familles du crime qui se sont installées et qui se battent entre elles. Daredevil assiste un peu à ça. Il voit que Frank Castle est de retour pour aller dessouder du mafieux, et il veut éviter qu'un nouveau bain de sang ait lieu dans le quartier de Hell's Kitchen. Et forcément, leurs 2 visions très particulières et en tout cas très opposées de la justice vont à nouveau s'affronter, et pas que dans des beaux discours. Il va dire Frank, you know, when you kill a guy, it's not good. L'autre va répondre Red. Fuck you. Et voilà. C'est comme ça. Un truc comme ça. Mais bon, voilà. Effectivement, c'est la poursuite d'un truc qui était déjà présent chez Garcenis sur l'affrontement éternel des 2 frères ennemis, l'un qui accepte de tuer, l'autre non, mais qui ont la même logique, la même mentalité au départ. Surtout, tu parlais des raisons pour lesquelles il est bon d'investir sur ce single issue. C'est aussi pour encourager Marvel à poursuivre l'effort de la relance du label Marvel Knights, qui donc est passé par la série The World to Come avec Quesada et Priest, effectivement au scénario. Et qui là donc se double d'une série Punisher et d'une série Daredevil Punisher, donc ça reste quand même les personnages fondateurs de Knights qu'on met d'abord en avant, mais encore une fois Marvel a besoin de cette zone d'expression, de comics plus adultes, plus violents, pas de comics red-band évidemment, mais vraiment de comics qui sont écrits pas que par les tenanciers d'autrefois, et donc pour inciter à ce que cette nouvelle génération de Marvel Knights arrive, il faut
investir sur ces propriétés-là. Et aussi, ce que je veux dire est paradoxal, les inciter à refaire du Punisher, parce que le personnage a été quand même absent pendant un petit moment. Quand il est revenu, c'était pour mieux le refaire disparaître. Là, on a quand même la chance d'enfin sortir un peu de la période noire, où encore une fois, on a fait payer à un personnage de fiction le prix du monde réel, ce qui est toujours un peu curieux, parce que le Punisher lui-même a toujours été comme il a été. Donc là, voilà, moi je suis quand même assez content que cette série sorte. Palmiotti, il faut voir ce que ça donne au scénario, mais il a un historique assez glorieux, surtout en compagnie de Justin Gray, mais pas que. Donc là, ouais, c'est vraiment un gros événement pour nous autres fans de Daredevil, fans du Punisher. Enfin, on va pouvoir s'extraire justement et du canon classique et voilà, de cette espèce de... J'ai pas envie de dire de censure, parce que c'est de l'autocensure, personne ne leur a demandé d'arrêter de faire du Punisher, mais voilà, il y avait quand même une prudence ou un refus d'affronter le problème qui nous a privé quand même de bonnes histoires, notamment de la série Punisher versus Barracuda, Declan Shalvey, qui ne verra jamais le jour malheureusement, que moi j'aimerais bien aimé justement lire. Là, enfin, on quitte ce tunnel, il est temps un petit peu de retrouver nos bonnes vieilles habitudes, et enfin, un pôle d'expression plus libre, et qui s'extrait du canon, ce qui n'existait plus depuis quelques années, à part les séries Red Band et les quelques petites productions Max que Garcenis a pu nous proposer avec Frank Castle. Et qui se compte sur les doigts d'une main. Donc effectivement, c'est aussi pour envoyer un signal, effectivement, sur le fait que c'est ça, en fait, qu'on a envie de lire chez Marvel et pas des events à la con, et pas... Un petit Moon Knight, Marvel Knights, par exemple, ça pourrait être très sympathique. Ah oui, ça serait trop bien, ouais. Voilà. Encore que Moon Knight, ça va, sur le run de Jen Mackie, il est pas honteux non plus, quoi. Mais... Oui. On peut quand même poser des questions, hein, ce run. Oui, bah justement, on va poser une question avec le 3e titre de ce Focus Pulps, puisque la question est dans le titre. Il est fort. Eh oui, ça c'est l'écriture, monsieur. Batman, Green Arrow, The Question, Arcadia. Corentin. C'est pas ChatGPT qui aurait fait une traduction pareille. Non, clairement pas. Donc c'est écrit et dessiné par Gabriel Hardman. C'est en Black Label. Vous savez, rien que ça suffirait à vous convaincre. Oui, c'est qu'on n'a pas besoin de dire plus. Il y a Batman, The Question et Green Arrow par Gabriel Hardman en Black Label. Bon, allez à la semaine prochaine. Taisez-vous et prenez mon argent. Ouais, mais vas-y, développe un peu quand même. C'est encore une fois, moi j'ai pas l'ordi sous les yeux, donc je peux pas te faire le résumé complet de l'intrigue, hein, mais c'est le problème avec le projet Arcadia, justement, qui est une sorte de truc en Arctique où à chaque fois Batman, Green Arrow, enfin Oliver Queen et The Question vont se retrouver mêlés parce qu'ils enquêtent tous les trois sur quelque chose d'assez différent. L'un sur les fonds de Queen Industries qui vont dans ce projet Arcadia, The Question qui est plutôt sur une histoire de trafic d'êtres humains, et Bruce Wayne qui est là parce que Wayne Industries fricote aussi avec ce projet-là. Donc ils se retrouvent tous les trois à enquêter sur ce même... Alors, je sais pas si c'est un bâtiment, une flotte ou je sais pas quoi. Et j'imagine que là aussi, ils vont devoir se heurter à leur façon de faire puisqu'ils ne travaillent pas tous exactement de la même façon. Oui, toutes mes excuses, du coup, c'est que mon téléphone, en fait, fait des ondes qui parasitent les micros. Donc là, je peux pas utiliser Internet pour lire les articles pendant qu'on fait cette émission. Pardon, les gars. Mais du coup, c'est un super événement déjà parce que The Question revient. C'est un peu comme Frank Castle. C'est toujours un événement quand la question revient sur le devant de la scène. Question qui avait déjà apparu au label, au Black Label, avec la série Mini Deaths of Dick Sage de Jeff Lemire et Dennis Cowan et Bill Sienkiewicz, et que un héros qui justement permet de poser beaucoup de questions, c'est un mauvais jeu de mots, au concept des super-héros, avec ses méthodes expéditives, avec ce renvoi à l'objectivisme de Ditko, et qui justement forme un parfait contrepoint à Batman. C'est un peu quelque part le Punisher du Daredevil batmanien, hein, en un sens, et Green Arrow qui pareillement sous un message plus social, plus justice entre guillemets bienveillante, mais qui là en plus avec ce contexte plus, comment dirais-je, capitalistique, peut aussi t'évoquer justement le Green Arrow des années 70-80, qui était un justicier plus urbain, qui allait combattre le crime et la corruption. Donc il y a quand même pas mal de bonnes choses à trouver là-dedans. L'argument principal pour moi, ça reste évidemment Gabriel Hardman, parce que les personnages sortis de tout contexte ou entre de mauvaises mains, ça peut ne rien donner, hein. Mais là effectivement Hardman, c'est un très très bon dessinateur. C'est un peu moins un bon scénariste, mais c'est un mec quand même qui a fait de l'horreur, qui a fait de la science-fiction, qui a fait surtout Invisible Republic en poste de dessinateur, une des séries malheureusement mésestimée et trop peu connue de la grande génération du deuxième boom de Image Comics. Donc déjà en soi, voilà, c'est un beau travail graphique qui en plus a l'air de profiter pas mal au personnage de Batman. Ça ressemble même un petit peu à du Sorrentino, je trouve, par endroits. Après, c'est parce que c'est Green Arrow et que on a, nous, nos yeux qui ont été habitués à lire du Sorrentino par Green Arrow, mais on voit qu'il a vraiment essayé de trouver une esthétique et des couleurs qui pourraient correspondre à chacun des trois personnages. Ces trois justiciers, street level,
plutôt expéditif, plutôt violent, certains tuent, certains ne tuent pas, mais c'est vraiment un alliage assez parfait, ouais, de visions qui pourront, non, ne fais pas cette blague, s'il te plaît, qui pourront bien s'enchasser, donc avec plaisir, et très bonne idée, et en plus, voilà, ça ramène un peu le Black Label en avant. J'aurais pu me passer de Batman, très franchement, il aurait pu être un Green Arrow The Question, ça aurait très bien été pour moi, mais bon, je pense que DC Comics a peut-être envie qu'il y ait Batman sur la couverture. Oh, je pense que Gabriel Hardman avait aussi envie de se faire un kiff en dessinant Batman. Mais il a pas fait de Batman jusqu'ici, Hardman? Hardman, je crois pas. Il était sur la Green Lantern Terre 1 oui, avant. Tout à fait. Avec Corinna Benchko. C'est pas forcément la peine de s'en souvenir, ceci. Attends, non, il était tout seul. Sur Green Lantern Terre 1, il était tout seul, je crois. Non, c'est avec Benchko. C'est avec Benchko? Ouais. Bah, alors, il y a aucune excuse. Ouais. Bref. Bon, c'était pas, voilà, ne le lisez pas, hein, c'est pas forcément, même graphiquement, c'était pas forcément incroyable, mais là, pour le coup, il a l'air d'avoir trouvé l'inspiration et le flow qu'il faut pour ces 3 personnages précis. Ouais, ça a l'air vraiment très très cool. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous le recommande chaudement et qu'on vous incite à aller lire ça avec notre Focus Pups. Donc voilà, c'était nos 3 titres de lancement pour la sélection de la rentrée 2025. N'hésitez pas à nous dire si vous passez commande en suivant les liens qui sont dans la description. Oui. Celui-là, je sais pas s'ils le publieront en français, par contre. Bah, c'est une bonne question. Tu vois? Pour le coup, avec jeu de mots. C'est compliqué de parler de ce personnage parce qu'on est, voilà. Ouais, on est comme ça en plus, on n'arrive pas à se dissiper. Les gags s'écrivent tout seuls. Non, mais pour le coup, oui, c'est effectivement parce que le titre The Question pourtant de Jeff Lemire et Dennis Cohen, qui sont pas non plus n'importe qui, n'a pas été publié. Bah oui, c'est à ça que je pensais. Après, là, il y a Batman, donc bon. Même le Green Lantern Terre 1, il a été publié? Oui. Okay. Oui. Mais là, il y a Batman, donc ça devrait le faire. Mais en vrai, on n'est pas, ouais, on n'est pas à pas l'abri d'une mauvaise surprise. C'est ça. Je pense que t'as mis dans le 1000. Ah, c'est une blague sur Green Arrow. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu détectes l'humour, détective, Batman? Non, mais c'est bien parce que quand Pulp, ils vont écouter la chronique, ils vont se dire, c'est pour ça qu'on les paye maintenant. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça après que t'as fait ta petite pause pour la césure. Tu vois, ouais, mais elle est incluse dedans, du coup. Ah merde. D'accord, parce qu'on n'a pas terminé. Salut, Pulps. Allez. Ça va, tout va bien chez vous? Vous kiffez? Ça vend des BD? Allez.